Bon, merci. Bonjour à tous. C'était compliqué pour moi d'être avec vous là aujourd'hui. Merci d'accepter cette présentation visio. Merci surtout beaucoup aux organisateurs, Jamel Ben Smaïl et les collègues pour cette invitation à parler de l'équilibre et de la marche. Le titre, c'est surtout la marche, mais l'idée, c'est de voir comment la marche est liée à l'équilibre, si c'est le cas, en essayant de garder les grands repères du séminaire, 6 jours, 6 mois ou 6 ans, c'est-à-dire la phase aiguë, la phase subaiguë et la phase chronique. Donc, un élément important qui ressort des 10 ou 20 dernières années, à la fois de la littérature scientifique et maintenant de la littérature clinique, c'est que la marche, si on va un peu au-delà de la marche, la mobilité, elle gagne à s'envisager selon les 5 fonctions qui sont marquées sur la diapositive. Et ce sera important pour guider. Alors c'est valable pour l'AVC, c'est valable au-delà de l'AVC, bien sûr, c'est valable en général. Ce sera important, pour ce qui nous intéresse après l'AVC, pour guider les évaluations, pour comprendre le trouble et pour guider les traitements. Et donc ces 5 fonctions sont faciles à retenir: verticalisation, orientation. Quand on parle d'orientation, je parlerai d'orientation par rapport à la gravité, orientation verticale. Stabilisation posturale, cette fois-ci, c'est la capacité à contrôler la projection de son centre de masse à l'intérieur de la base de support. Dominique, on a un petit souci, c'est qu'on est toujours sur la diapo du titre. Ah mince. Et donc, voilà, la mobilité, elle requiert d'abord une verticalisation, le tonus des muscles postérieurs, et après AVC, dans les déficits importants, il y a une phase qu'on dit flasque, et cette phase flasque, elle empêche la verticalisation. Alors, depuis des dizaines d'années, dans les services de rééducation, les patients sont verticalisés avec différentes techniques qui sont affichées là sur la diapositive. Mais ce qui est un peu troublant et surprenant quand on cherche la littérature, c'est-à-dire quel est finalement le niveau de preuve de l'intérêt de ces techniques de verticalisation, ou de verticalisation en général, pour améliorer l'équilibre, la marche, pour accélérer les récupérations, alors on est très frustré parce qu'il n'y a aucun niveau de preuve. Et d'ailleurs, il y a très peu d'études qui se sont intéressées à cet aspect. Ce serait sans doute quelque chose d'intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est intéressant de savoir que le niveau de preuve de cette verticalisation aujourd'hui, elle est très faible. Et au contraire, en hypertonus, notamment dans les cadres de spasticité, ce n'est pas au tout début, mais à distance, dans les lésions très sévères, les patients qui sont spastiques peuvent être aidés par cette spasticité à être verticalisés. La deuxième fonction, c'est l'orientation par rapport à la verticale, et l'AVC est un modèle de trouble de l'orientation par rapport à la verticale, et en particulier, dans le plan latéral, vous voyez ce patient, si on le challenge un peu, on lui dit hop, mettez les pieds joints. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à garder en mémoire pour l'examen clinique, c'est-à-dire que quand on cherche une latérocultion, l'inclinaison latérale du corps, et vous voyez qu'ici c'est whole body, c'est le corps entier, la tête, le tronc, les jambes, tout le plan en même temps, et ça peut être dans des formes assez légères de latérocultion, on peut les sensibiliser en demandant aux patients de faire des exercices ou des tâches particulières, passage assis debout par exemple, ou tenir debout, pieds joints, ou tenir debout, les yeux fermés. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une latérocultion, qui est quelque chose d'important après l'AVC, et dont on commence à mieux comprendre depuis quelques années, c'est vraiment un message fort, quelle place importante cette latérocultion tient dans les troubles de l'équilibre et de la marche. Et on sait aujourd'hui très clairement qu'il y a 2 types de latérocultion qui répondent à 2 mécanismes très différents. La latérocultion qu'on trouve après lésion du tronc cérébral, typiquement dans la partie basse et latérale du tronc cérébral, qui correspondent au noyau vestibulaire et qui donnent les syndromes de Wallenberg,
qu'on connaît tous très bien. Et dans ce syndrome de Wallingberg, l'interruption est ipsi-lésionnelle, donc du côté de la lésion, hein, ici, voilà. Elle est causée, vraiment c'est très clair aujourd'hui, ça n'était pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est très clair. Dans les cadres des lésions du tronc cérébral, elle est causée par un dysfonctionnement des voies vestibulo-spinales, avec ce qui donne un tonus asymétrique, les muscles postérieurs dont j'ai parlé tout à l'heure et les muscles qui assurent la symétrie entre l'hémicorps droit et l'hémicorps gauche. Cette asymétrie va entraîner, un côté va pousser plus que l'autre, et ça donne une interruption. Il y a souvent des associations avec des troubles vestibulo-oculaires. Il y a des troubles vestibulo-spinaux, il y a des troubles vestibulo-oculaires qui s'expriment par une torsion oculaire, une obliquité de la ligne bipupulaire qu'on appelle skew deviation. C'est aussi associé à une inclinaison de la tête. Une association, elle n'est pas causale. Elle n'est pas causale du tout. Et la représentation de la verticale, dans les syndromes de Wallingberg, elle est normale. Certes, souvent, il y a une inclinaison de la verticale visuelle dont elle est testée, mais c'est en rien lié à un problème de représentation de la verticale, c'est lié simplement à un problème mécanique lié à l'inclinaison de la tête, la torsion oculaire et la skew deviation. Et les patients sont conscients de leur interruption. Les patients disent « Oh, docteur, je penche, mais je n'arrive pas à m'empêcher de pencher. » Et puis c'est très fréquent, c'est quasiment constant dans la phase aiguë, et on n'a pas de données dans les phases subaiguës et chroniques, donc on ne sait pas forcément, quand ces patients arrivent dans les services de rééducation, certains, beaucoup ont une interruption, mais pas tous, moins que 80%. Et puis le deuxième type de l'interruption, c'est l'interruption liée à des lésions hémisphériques, souvent liées au cortex pariéto-insulaire et cortex qui correspond au cortex vestibulaire, et puis aussi au thalamus et les projections thalamo-insulaires. Cette fois-ci, l'interruption, elle est contralésionnelle à la lésion, du côté opposé à l'AVC, hémisphérique. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème mécanique lié au tonus. Le patient, il aligne implicitement, inconsciemment, la direction de son corps sur une verticale et fréquemment, il n'est pas conscient de sa interruption, au moins au début, avant que les kinés travaillent cet aspect-là et que du coup, le patient devienne un peu plus conscient de cette interruption. C'est des patients qui vont pencher et puis vous leur demandez comment ils sont, est-ce qu'ils sont bien droits, ils vont dire « oui, je suis bien droit ». Et puis cette fois-ci, c'est vraiment lié à un problème de construction du modèle en termes de verticalité, donc incliné, et le patient, il aligne encore sur une verticale subjective ou biologique inclinée. Et puis le pusher syndrome, le pushing, c'est clair aujourd'hui, c'est la manifestation la plus sévère de l'interruption. Il y a eu beaucoup, depuis des dizaines d'années, de bagarres dans la littérature, de controverses, c'est fini ça. C'est sûr que le pusher syndrome, c'est la forme sévère de l'interruption. Donc, quand on regarde la fréquence de cette interruption après AVC hémisphérique, très fréquent. C'est plus fréquent après lésion hémisphérique droite, right, ici, que left en bleu. Et puis, la fréquence, elle décroît entre la phase aiguë, la phase subaiguë précoce jusqu'à 3 mois, la phase subaiguë tardive jusqu'à 6 mois. Puis en plus, enfin, après 6 mois, on n'a plus de données, plus vraiment de données. On a le sentiment que ça va être inférieur à 10%, mais on n'a pas de données là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est que c'est très très fréquent et qu'il faut en tenir compte. Ce qui est intéressant, c'est que des travaux récents ont montré, je vous en parle de mon équipe là, ont montré que, ont confirmé ce qu'on sait depuis longtemps, il y a des dizaines et des dizaines de papiers dans la littérature, que la marche, les scores de marche et les scores d'équilibre sont bien corrélés. Si on commence par ça, c'est une confirmation. Plus intéressant, si je reviens à l'interruption, on montre ici, sur cette série de plus de 200 patients, que un score d'équilibre, le passe à J30, le J30 c'est l'initial pour nous, est extrêmement fortement couplé au score de l'interruption, avec un R carré qui est à 0,9. Ça veut dire que la latéropulsion à J30, hein, elle explique 90%
des troubles de l'équilibre. Et c'est aussi fort à la sortie, bon, à 3 mois et quelques. C'est un chouïa montreur, mais quand même, ça reste élevé. L'explication des troubles de la marche par la latéropulsion. AJ30, le R2, c'est 0,66, ça veut dire la latéropulsion explique 66% des troubles de la marche. Et à la sortie, c'est 68%. Donc c'est loin d'être faible, y compris pour la marche. C'est-à-dire, on va dire simplement, les problèmes d'orientation verticale expliquent 2 tiers des troubles de la marche dans la phase subaiguë précoce et en partie au début de la phase subaiguë tardive chez ces patients. Donc ça, c'est des notions assez nouvelles. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus, c'est sûr, s'intéresser à la latéropulsion, aux troubles d'orientation qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis c'est pareil pour la récupération. Quand on regarde la récupération, une bonne partie de la récupération de la marche et de l'équilibre, jusqu'à J95, est expliquée par la récupération de la latéropulsion. Ça suggère qu'il faut vraiment beaucoup plus évaluer systématiquement, mais aussi éduquer ces troubles cette latéropulsion, ces troubles d'orientation, que l'on fait jusqu'à présent dans nos services. Et puis, ce qui ressort actuellement de la littérature, avec plusieurs papiers, ou bien en presse, ou bien en reviewing, c'est que la latéropulsion, en fait, c'est un facteur majeur de risque de chute. Ça n'apparaît pas dans la littérature jusqu'à quelques mois, quelques années. Et il y a plusieurs papiers, plusieurs équipes qui montrent bien ça, et ça commence dès l'hospitalisation du patient dans les services d'éducation. Et pourquoi? Forcément, la latéropulsion, ça expose le patient au risque de chute, parce que le centre de masse, il va sortir de la base de support si la latéropulsion, elle est importante. Et puis, au début, les patients, ils n'ont pas conscience de leur trouble, ce qui majeure encore le risque. Et donc, vraiment, là aussi, si on veut faire la prévention de chute, il faut vraiment s'intéresser à la latéropulsion. La terminologie, je l'ai dit, c'est simple maintenant, hein, voilà. Le pusher syndrome, le pushing, c'est une forme sévère de latéropulsion, et la latéropulsion, elle est définie comme au moins la présence d'une des 3 composantes, l'inclinaison latérale du corps, le fait que le patient se pousse activement pour initier cette inclinaison ou pour l'amplifier, et puis qu'il résiste à ce que les kinés vont faire quand ils essayent de vertical. Voilà. Juste quelques images, hein. Ce patient-là, que vous avez déjà vu, voilà. Serrer les pieds comme tout à l'heure, serrer. On le challenge. On serre, encore. Et il a une latéropulsion. Celui-ci, il ferme les yeux, et quand il ferme les yeux, cette latéropulsion, elle est beaucoup plus sévère. On a une latéropulsion sévère, mais là, sans la vision, il a besoin du guidon, de 2 personnes pour tenir debout. Donc ça, c'est des formes vraiment très sévères. On peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, sensibiliser la recherche de latéropulsion par une tâche qui est le passage assis debout, qui est vraiment une très belle tâche pour détecter les formes modérées ou légères. Ce patient, vous voyez, quand on lui demande de se lever, il n'arrive pas à se lever tout seul. On l'aide, mais il plonge littéralement sur le côté, il a une latéropulsion. Et puis, cette plante qu'on voit se pousser vers la gauche et qu'on voit aussi résister quand la kiné essaye de la ramener à la verticale. Ce patient résiste énormément. Et puis, cette dernière vidéo-là, où le patient, vous voyez, il penche un petit peu. Vous êtes droit. Il est assis, il pense un peu sur la gauche, et on lui demande est-ce que vous êtes bien droit? Et oui, absolument, c'est tout droit. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien droit? Assis, bien tout droit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses très très simples qu'on ne fait pas suffisamment dans les services, systématiquement dans les services de rééducation, alors que ça est capital pour la récupération de la mobilité, on va dire dans les 3-4 premiers mois, peut-être 5, et puis à partir du 6e, quand on arrive à la phase clinique, sans doute beaucoup moins. Donc les échelles, c'est le Scale for Contrarrestive Pushing, c'est une échelle proposée par des Allemands il y a une vingtaine d'années, puis il y en a d'autres. Ces échelles, elles ont quand même des défauts en termes de propriétés clinimétriques, et on essaie, avec un groupe de collègues internationaux, d'en proposer une qui s'appellera la Scala, Scale for Lateral Pushing,
enfin, on essaye, on est en cours de validation, la phase de monocentrique est en train de se terminer. Voilà. Et donc, cette question de la latéropulsion, elle se met vraiment au cœur de ce qu'on appelle la gravity sense, c'est comment finalement le cerveau ou les organismes perçoivent la verticale, la gravité. C'est le cas pour tous les organismes sur Terre, y compris les premiers organismes unicellulaires ou paucicellulaires. Il y avait l'équivalent d'un système un peu vestibulaire pour pouvoir vivre dans un univers gravitaire. C'est le cas des plantes et puis c'est le cas des hommes. Puis plus on va dans l'évolution des espèces, plus c'est élaboré et plus il est nécessaire de faire la synthèse entre les différentes informations qui arrivent au cerveau avec une graviception vestibulaire, c'est les otolithes, et une graviception somesthésique, c'est l'ensemble des informations somesthésiques qui arrivent au cerveau, la proprioception 1A, 1B, aussi les informations cutanées, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mesurer aussi la perception verticale. Il y a deux modalités, la verticale visuelle, en passant dans le noir, il doit dire pour quelle direction de la verticale, la ligne lumineuse est verticale, la verticale posturale, cette fois-ci, sans la vision, le patient il doit dire pour quelle direction de son corps il se passe au vertical. Je vous montre juste un exemple de la verticale posturale. Fermez les yeux tout le temps, d'accord? C'est un patient. Fermez ça. Oui, d'accord. Allez, fermez les yeux, je vous rappelle. Et quand vous vous sentirez vertical, fermez les yeux. On va avancer un peu. Oui, c'est vertical, là? Oui. Oui, vous êtes content? Ok. À peu près. Ok. Vous voyez qu'il penche à gauche, il se perçoit parfaitement vertical. Vertical. Et cette modalité était surtout la contribution. D'accord, super. Somesthésique. Si on avance un petit peu, on recommence. Très bien, on continue. Alors, vous soyez. Fermez les yeux. Vous sentez comment? Vous sentez vertical, là? Oui, il n'y a pas d'ambiguïté, il ne se perçoit pas parfaitement vertical quand il est incliné à une dizaine de degrés, voire un peu plus, hein, quand on fait sans montage. Les 10 mesures, c'est -8, -5, -18, -8, -4, puis -8, -16, un plan avec des essais qui vont de droite à gauche, des essais qui vont. Voilà. Et donc, il se perçoit vertical quand il est dans le noir à -11 degrés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des dissociations entre les différentes modalités visuelles et posturales parce que les informations ne sont pas les mêmes, qu'elles sont complémentaires, et qu'il y a une très bonne corrélation entre les comportements, notamment l'existence d'une latéropulsion modérée ou sévère, et puis la perception de la verticale, et notamment de la verticale posturale. Et puis on sait aujourd'hui, ça confirme toutes les études qui ont été faites il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années par l'équipe de Munich, que voilà, le cœur du cœur de cette affaire, c'est ici, au fond de l'insula, et ici aussi sur le groupe sagittal, avec une toute petite lésion qui est vraiment cruciale, et à droite, particulièrement à l'hémisphère droit, pour la construction du méridien de verticalité. C'est cette lésion-là qu'on retrouve chez les patients qui ont à la fois une verticale posturale inclinée et une verticale visuelle inclinée. La rééducation de tout ça, privilégier la vision pour compenser. Des expériences, des études actuellement intéressantes avec la réalité virtuelle qui montrent un effet très puissant pour recalibrer la verticale transitoirement. Par contre, il semblerait que le post-effet ne soit pas trop fort. Et donc, si c'est confirmé qu'il n'y ait pas de post-effet, c'est une piste qu'il faudra abandonner. L'inclinaison du patient elle-même permet de recalibrer la verticale. C'est assez intéressant. Et puis, la suspension. Deux papiers. Il y a 3 ou 4 papiers actuellement dans la littérature, dont 2 papiers dont un intéressant des équipes allemandes, qui montrent que quelques sessions pendant quelques jours de ça atténue considérablement la latéropulsion, probablement parce que la tension par le câble donne au cerveau la vraie direction de la verticale dans une tâche dynamique d'entraînement à la marche, par exemple. Voilà. Ensuite, si je passe sur la stabilisation, c'est la quantité d'oscillation, hein, pour faire simple. Ce patient, par exemple, il est bien droit, il n'y a pas de souci, mais par contre, il oscille un peu de droite à gauche. C'est mesuré idéalement de façon simple par
une posturographie où on peut, par différents indices, quantifier la quantité des oscillations, et puis le contrôle de la stabilisation et l'atteinte. En tout cas, les troubles de la stabilisation sont surtout retrouvés dans des lésions frontales et cortex Rolando, mais aussi cortex à nouveau pariétal, ce n'est pas uniquement le moteur, la stabilisation, parce qu'il y a du schéma corporel aussi, le corticospinal tract, et puis beaucoup de cérébellum, et puis les noyaux de la base aussi. Donc à chaque fois qu'on lésion par là, il y a forcément des troubles de la stabilisation. Et l'AVC, c'est le modèle humain, à la fois des troubles d'orientation et des troubles de la stabilisation. Ce qui est intéressant, c'est que assez récemment, là, depuis ces dernières années, pour l'AVC, alors qu'on sait tout le temps, pensant que sur le plan sagittal, l'équilibre debout, dans des conditions clémentes, il est soit contrôlé par une stratégie de cheville, on aussi enveloppe autour de la cheville, soit la hanche, ici c'est un peu plus fin comme contrôle, ici c'est plutôt en réaction à une perturbation. Ce qui est très clairement, que ce contrôle-là, de la cheville, qui est le contrôle principal, le complément de chez l'homme, lors d'un AVC, il est piloté par la cheville saine. C'est-à-dire que le côté atteint, même s'il y a des lésions, un déficit moteur très sévère, un déficit sensitif sévère, et bien le côté, je laisse piloter par le côté sain. Ça montre aussi l'importance de s'intéresser au côté sain. Ça a été suggéré de nombreuses fois en post-AVC, mais voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Puis en français, c'est loading unloading. Ce qui est intéressant, c'est que depuis longtemps, on s'intéresse à cette asymétrie d'appui qu'on connaît bien chez l'AVC, c'est-à-dire qu'un ami gauche va appuyer quand il est debout plus à droite. Et en fait, ça correspond, le compromis, c'est pas un déficit en fait, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est un comportement complexe qui est un compromis entre les déficits et puis l'orientation et puis la stabilisation. Et le fait que ce complexe soit un compromis explique sans doute en grande partie les méta-analyses sont décevantes sur les différentes techniques de rééducation pour éduquer ça. Alors, une petite minute. Ensuite, la propulsion, je vais faire assez simple. Je vous ai déjà dit les messages principaux. La propulsion, c'est toutes ces zones-là, quand on atteint des trucs de la propulsion. Ça nécessite de générer une force qui permet d'aller vers l'avant. Ça nécessite aussi une coordination entre les différentes forces générées, et une bonne coordination entre les cinématiques du membre lésé, puis des deux membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs. Souvent, on n'insiste pas assez sur l'importance de prendre en charge la ligne supérieure. Typiquement, dans l'étude rotuloscope qui avait été conduite par le professeur Philippe Marc il y a quelques années, les patients, au bout d'une année, qui étaient traités pour le membre supérieur spastique, disaient mais j'ai un meilleur équilibre, je marche mieux. Alors c'était un résultat non attendu. Et en fait, c'est totalement évident que si on a un bon balancement des bras, on peut pas marcher normalement. Dominique, et puis, Dominique, oui, une petite minute, il faut que tu finisses. Il me reste combien? Moins d'une minute. Une minute, mais ça va le faire. La navigation, ça nécessite des fonctions cognitives et puis l'évaluation du risque. Et donc, ce qui est important, c'est quand on veut améliorer la marche, on veut améliorer quel aspect de la marche? L'équilibre, la propulsion, la coordination, et donc les évaluations il faut utiliser les bonnes évaluations pour guider ce qu'on va faire, et puis probablement que le temps post-AVC influence un peu ce qui est plus utile de faire. Et plus on est proche de l'AVC, probablement plus il faut faire d'orientation et de stabilisation, évaluation et rééducation, et plus on s'éloigne de l'AVC, plus il faut faire de la stabilisation, de la propulsion, et puis de la navigation également. Dans toutes ces techniques-là, lesquelles ont fait leurs preuves pour la mobilité, récemment, ça c'est des actualités,
il semblerait quand même que les exosquelettes aient un effet favorable sur la rééducation de la marche par rapport à une rééducation conventionnelle et à dose de rééducation contrôlée. En particulier, quand on s'éloigne de la partie AVC, ce qui reste à savoir, c'est est-ce que les exosquelettes portables pour le patient sont plus intéressants que les exosquelettes dans lesquels on met le patient? Et la réponse est totalement inconnue parce que la comparaison n'a, à ma connaissance, jamais été faite. Et c'est ce qui est rapporté aussi sur la méta-analyse que je voulais. Un autre élément, c'est de prendre en compte non seulement l'AVC, mais l'intégrité du parenchyme cérébral. C'est connu pour l'équilibre en dehors de l'AVC, chez les personnes âgées, mais il apparaît très clairement aussi que l'existence de l'euchoroïose impacte de façon majeure la récupération de l'équilibre en post-AVC. Voilà finalement les quelques messages, vous voyez, j'ai tenu à peu près les temps, avec les soucis techniques, les quelques messages que je voulais vous faire passer, et en particulier le message principal est la nécessité de repenser à la fois l'évaluation et la rééducation des troubles de l'équilibre et de la marche après AVC, et en particulier dans la phase subaiguë précoce, mais plus généralement dans la phase subaiguë. Voilà, merci beaucoup. Merci Dominique.